projet de sérialisation, ça consistait essentiellement pour nous à faire une mise à jour complète des fins de ligne de conditionnement sur le site, une quinzaine de lignes. Donc l'installation de systèmes de vision, le remplacement de systèmes d'automatisme sur l'ensemble des équipements de fin de ligne. Également ajouter des couches informatiques aux lignes qui n'en avaient pas à l'origine. La finalité de ces chantiers, donc, c'était d'apporter des nouvelles capacités aux lignes pour répondre à des réglementations de sérialisation des produits, c'est-à-dire en gros de mettre un numéro de série sur chaque boîte et être capable de remonter aux autorités ce numéro de série pour différencier des produits qu'on a réellement produits nous et des éventuelles contrefaçons qui pourraient être trouvées sur le marché. On a fait un gros effort de planification, donc détailler au maximum l'ensemble des activités des chantiers. Également ensuite rechallenger toutes les durées d'action qui avaient été identifiées pour avoir un planning le plus ambitieux possible. Et ensuite, puisqu'on faisait plusieurs chantiers à la suite, l'un après l'autre, qui se ressemblaient l'un par rapport à l'autre, sur la base de ce premier planning qu'on avait établi, on a fait un retour d'expérience. Qu'est-ce qui avait bien marché, qu'est-ce qui avait moins bien marché, et on a réajusté en fait l'ensemble des tâches, des plannings et des durées pour l'améliorer d'un chantier à l'autre et l'affiner au maximum. Donc du coup, ça a été un gros effort au début, et en fait, en prenant de la méthode, progressivement, cet effort il a été dégressif, et sur la fin du projet, la méthode était devenue quasi transparente par rapport à ce qu'on faisait à l'origine. Sur ces chantiers, on avait en gros une dizaine de personnes, la moitié était interne et l'autre moitié externe. Ces externes, ils dépendaient essentiellement effectivement d'un fournisseur, un fournisseur avec lequel on a un partenariat assez mature depuis plusieurs années. Donc en fait, on l'a intégré à la méthode, on l'a intégré aux séances de formation, on l'a intégré à la démarche, et on a du coup co-construit les plannings avec lui. Donc effectivement, on a eu des décalages, on a eu des aléas. On avait en gros la moitié de nos divergences au planning, c'était des aléas techniques, des problèmes vraiment mécaniques, techniques sur les installations. On avait également des tâches qu'on n'avait pas identifiées à l'origine, et donc qui se rajoutaient à la liste d'actions à faire. Et également des conflits de ressources, des coactivités entre projets. Le plus gros levier qu'on a actionné et le plus efficace à ces stades-là, ça a été de travailler sur l'allocation des ressources, la priorisation des ressources, pour mettre la bonne personne au bon endroit. Effectivement, c'était un gros changement de mindset, notamment pour nos équipes de supply chain. C'est-à-dire qu'à l'origine, j'arrivais avec une évaluation de mon planning de chantier et j'allais négocier avec les équipes de supply chain pour définir une durée de chantier qui soit à la fois compatible aux actions à faire à l'intérieur du chantier et également au plan de production, les deux n'étant pas forcément alignés à l'origine. On négociait, on obtenait à terme une date de fin de chantier, et par contre, une fois que c'était fait, elle était figée. C'est-à-dire que soit on finissait le chantier plus tôt, dans ce cas-là, on avait une période d'inactivité de la ligne parce que la production ne s'était pas adaptée. On avait un bénéfice mais on ne savait pas l'exploiter. Et à l'inverse, si on finissait plus tard, c'était double peine parce qu'en fait, on ne pouvait pas redémarrer la ligne et en plus, la production avait déjà prévu d'approcher toutes les matières, d'avoir l'ensemble du personnel staffé sur la ligne pour démarrer. Et donc, c'était double perte si on dépassait les dates de chantier. Du coup, je suis arrivé avec la méthode de la chaîne critique, avec cette fois des variabilités, une version optimiste, une version plus pessimiste du planning. Et donc ça a été un travail avec eux pour exploiter finalement cette variabilité. L'enjeu, c'est essentiellement quelle est la pression du plan de production sur la ligne, et selon ce plan de production et son niveau de stress, à quel moment il est le plus judicieux de prévoir le démarrage, sachant que ce démarrage n'est pas garanti, mais potentiellement on peut, en anticipant ce démarrage, ou en tout cas en anticipant tout ce qui permettrait de démarrer, on peut saisir des opportunités d'avoir des arrêts plus courts et de les exploiter. La première chose que j'ai fait suite à mon expérience des projets de sérialisation et des différentes formations que j'ai faites, c'est de créer en fait un standard site pour que chaque personne qui manipule la chaîne critique sur le site le fasse de la même façon et le fasse avec des supports d'aide et des pas à pas pour être, je dirais, quasi autonome pour la planification. Ensuite, j'interviens en support de ces chefs de projet s'ils ont besoin d'une aide technique. J'évalue également quels sont les bons projets pour déployer la chaîne critique, ceux qui ont un enjeu suffisant pour déclencher cette méthode. J'ai également
diviser l'activité de planification de chaîne critique en compétences unitaires, une dizaine de compétences unitaires pour pouvoir être autonome en planification par la chaîne critique. Et j'ai évalué avec mes collègues le niveau d'autonomie de chacun et quelle est la masse critique dans l'usine pour qu'on reste autonome et que la méthode soit pérenne. Des projets qui ont déjà un gros enjeu en termes de business, c'est-à-dire réduire un arrêt de production, rapprocher la date de livraison d'un projet qui va rapporter de l'argent, ce genre de choses. C'est des enjeux qui vont justifier l'effort supplémentaire de planification détaillée de la méthode. Jusqu'à présent, je faisais de la planification par le chemin critique, donc un petit peu différent, un peu plus simple en termes de déploiement. La chaîne critique, je lui vois plusieurs avantages. C'est un outil qui est plus puissant en termes de planification fine, c'est-à-dire qu'on va estimer les dates optimistes, les dates pessimistes de fin de chantier. Ça va nous donner des informations extrêmement solides pour aller négocier des créneaux d'arrêt. C'est également un bon outil pour avoir une visibilité sur les dates de fin et anticiper toutes les actions qui en découlent, s'il y a des actions correctives à avoir sur les plannings. Et enfin, c'est un très bon outil de reporting également, c'est visuel, ça permet en un coup d'œil de connaître la santé des projets, de connaître l'état des projets, et donc c'est un reporting qui est très puissant également. Il y avait plus de feeling et moins de données concrètes et mesurées. Finalement, quand on est en chantier et qu'on va estimer une date de fin de chantier, c'est essentiellement du feeling. Je sais que telle opération, elle est technique, elle est critique, j'ai pas forcément les bonnes personnes. Au contraire, d'autres choses, je sais qu'elles vont bien se passer. Donc, par mon expérience, parce que je vois sur le terrain l'implication des gens, j'arrive à sentir où est-ce qu'on va arriver. Finalement, avec la chaîne critique, ce ressenti, on le couche sur le papier, on le met dans le planning via les variabilités de durée des tâches. Et donc, on a toujours notre feeling et on a en plus un support qui est mesuré avec des chiffres. Quand on lance un projet, on va dans une direction qu'on ne connaît pas, et donc on ne sait pas combien de temps ça va prendre, on ne sait pas s'il va y avoir un chemin compliqué, un chemin facile, une grande route, un petit chemin de montagne, et que pour autant, quand on lance un projet, on nous demande des extrêmement précis sur l'horaire exact, la minute et la seconde où on va arriver tout en haut. Donc c'est une méthode qui permet de faire comprendre que le chemin est semé d'embûches, qu'on peut faire des choses pour ajuster les plannings, et c'est une méthode qui permet également de faire comprendre que la variabilité existe. De prévoir un petit peu de temps pour se faire à la méthode et de se préparer à l'idée qu'une fois qu'il l'aura fait, il n'aura plus envie de faire autrement, et ça va devenir son standard.